Je commence par remercier les organisatrices du colloque de me permettre de m'exprimer devant vous et par solliciter l'indulgence de la salle. Des allergies saisonnières me plongent dans un état d'hébétude mentale avancée qui, j'espère, ne sera pas préjudiciable à cette présentation. Alors, effectivement, je commencerai par vous présenter Léon Hennick, puisque, comme vous l'avez bien rappelé, tout le monde, comme vous disiez également, tout le monde ne l'a pas relu hier soir. Je continuerai ensuite par présenter quels sont les rapports, quel est l'intérêt de l'étude du naturalisme pour cette réflexion sur les genres du roman, et je terminerai par la lecture commentée d'une scène d'un roman de Hennick, donc pour illustrer un petit peu tous ces propos. Alors, tout d'abord, donc, Léon Hennick, il est né la même année que Maupassant, en 1850. Alors, à Basse-Terre, en Guadeloupe, son père était général depuis la campagne mexicaine de Napoléon III. Le père meurt en 70, gouverneur de Guyane, donc ça le situe dans un certain milieu. En 1870, Hennick est incorporé à l'armée de Faidherbe. Il est fait prisonnier dans l'Est et retenu pendant presque une année près d'Ulm, en Allemagne. Donc ça lui procure une expérience de première main de la guerre qu'il réutilisera dans ses romans et dans ses nouvelles. Il abandonne donc des études de droit brièvement ébauchées et pareil des velléités de devenir peintre, la fréquentation de la bohème des rapins qui ne l'a pas mené très très loin. Il rejoint la République des Lettres de Catulle-Mendès en 1876. Donc c'est là que vont se nouer tout un réseau d'amitié, de connaissances en fait. Donc ils vont le mener tout d'abord proche de Huysmans, de Paul Alexis, de Céard, de Maupassant, puis Henri Céard le présente à Émile Zola en personne. Alors, il est très enthousiaste, donc ce jeune homme de lettres qui ne s'est pas fait connaître encore à cette époque, est très enthousiaste de l'Assommoir. Avant d'avoir rencontré Zola, il lui demande la préface juste avant la publication en volume du roman. Zola lui envoie cette préface et Hennick prononce une conférence le 23 janvier 1877 dans la salle des Capucines. C'est une salle qui est aujourd'hui une salle de spectacle, qui était une salle de conférence à la mode. Donc il compare, pour lui, il affirme que l'Assommoir est supérieur à 93. Donc petit scandale dans le monde des lettres. Il y a quelques entrefilets dans les journaux. Voilà, donc il prend parti vraiment dans la bataille naturaliste des années 1877-1880, aux côtés de Zola. Il participe donc aux soirées de Médan avec la nouvelle L'affaire du Grand 7, qui raconte donc l'invasion d'une maison de tolérance par les soldats qui vont venger la mort d'un des leurs sur ces malheureuses prostituées. Alors, en 1880, il contracte un riche mariage avec Louise Dupont, la fille d'un archiviste. Alors, ce mariage a une influence importante sur son œuvre, puisque ça va niveler, c'est pas mal de ses excès naturalistes et thématiques, et surtout, ça va beaucoup ralentir sa production littéraire, puisqu'il n'a absolument plus besoin, contrairement à d'autres membres du groupe, Paul Alexis par exemple, qui doit produire de la copie toute sa vie pour vivre. Hennick n'a absolument plus besoin de subsister en écrivant, et donc il va beaucoup ralentir une production qui déjà n'était pas très abondante. Alors, en 1887, donc, il a un certain succès au théâtre. Alors, il faut dire que ses romans et ses nouvelles n'auront jamais aucun succès. Il publie quand même 3 éditions de l'Accident de Monsieur Hébert, mais ça ne le porte pas à plus de 3000 exemplaires, et vraiment, il reste totalement inconnu à cause de ses romans. Par contre, dans le théâtre fin de siècle, il a un certain succès, donc, qui commence avec l'adaptation de Jacques d'Amour de Zola, qui lance le théâtre libre, pour la soirée de lancement du théâtre libre d'André Antoine, donc qui est une petite révolution du théâtre à la fin du 19e siècle, qui casse les conventions théâtrales de la comédie française, qui décide de ramener un petit peu de fraîcheur dans le théâtre. Et donc Hennick va se faire une spécialité de théâtre historique selon une nouvelle formule. En fait, il importe quelques concepts naturalistes dans ce théâtre historique,
et va présenter, par exemple, alors j'en parlerai rapidement après, il va présenter donc des grands personnages de l'histoire de France, mais totalement débarrassé de l'emphase romantique et des arrière-plans politiques qui faisaient la substance des pièces avant lui, et donc il va présenter François Ier, Henri IV dans comme de bons bourgeois à domicile, pris dans l'humeur querelleuse de Diane de Poitiers, etc. Voilà, donc on voit vraiment ces grands hommes là pris dans leur intimité presque au quotidien. Alors, en 1896, c'est le début de la bataille juridique contre les héritiers Goncourt, puisque Hénique est avec Alphonse Daudet le co-exécuteur testamentaire d'Edmond de Goncourt. Daudet décède l'année suivante, donc Hénique va mener quasiment seul cette bataille pour la fondation de l'Académie Goncourt. Et alors c'est assez intéressant de voir que le prix Goncourt reste le premier prix littéraire français aujourd'hui et qu'Hénique est totalement inconnu au bataillon. C'est lui qui a vraiment porté, avec l'aide des frères Clémenceau, donc une bataille juridique rude, puisque finalement l'État doit s'en mêler pour garantir cette fortune qui est colossale, qui devait permettre d'offrir une rente de 5000 francs à chaque écrivain primé, et donc a été garantie par des obligations d'État, ce qui fait qu'aujourd'hui le prix est réduit à 10 euros. Mais ça permet en fait des tirages, une publicité qui est sans équivalent. Alors, en 1903, enfin, c'est le baptême de l'Académie. La première réunion a lieu chez Hénique. Huysmans, le plus âgé, en est nommé président. Donc, Hénique prend la relève en 1907 après la mort de Huysmans. Il va consacrer absolument tout son temps et toute son énergie, au péril de sa vue parfois, à la lecture de ces jeunes écrivains, donc une certaine masse de récits assez médiocres, mais il va vraiment avoir à cœur de chercher les talents de demain. Donc c'est très intéressant puisque il va vraiment passer donc de disciple à maître, on va dire, et il va prendre une position dominante, de conseiller un peu occulte dans le monde des lettres. Donc on le sollicite beaucoup, on lui envoie beaucoup de manuscrits, il demeure tout de même assez discret, mais voilà, il a une position quand même importante et il tient ce rôle très à cœur. Hénique n'écrit plus rien à partir de 1903, il ne publie plus rien, plus un article, plus rien. Voilà, plus de fiction du tout. Alors, sa maison de Ribemont dans l'Aisne a été pillée aux deux guerres, en fait, incendiée. C'est un désastre, puisqu'évidemment, il n'y a plus que très peu de documents, d'archives, d'objets familiaux. Et il faut savoir que cette maison, alors par un hasard de l'histoire, est une des seules maisons de deux écrivains, puisque elle appartenait à son épouse, et c'était la maison natale de Condorcet. Donc voilà, il se trouve que cette maison à Ribemont est la maison de deux écrivains. Alors, en 1930, pour le cinquantenaire des soirées de Médan, il écrit une nouvelle préface dans laquelle il évoque avec nostalgie l'époque du groupe de Médan, les années 1880. Et donc, ce qui est assez intéressant, puisque à la fin de ça, on verra son évolution littéraire avec la liste de ses romans après. C'est assez intéressant puisque à partir de la fin de sa carrière, donc à la toute fin du 19e siècle, les critiques contemporains essayent de l'arracher au naturalisme pour en faire un décadent, voire un symboliste. Il écrit un roman spirit. Voilà, donc c'est assez intéressant de voir qu'il évoque ces années avec nostalgie et c'est vraiment ce premier naturalisme-là qu'on rappelle à propos de Hénique. Et en 1935, il décède le 25 décembre. Alors, à 85 ans, quelques heures après Paul Bourget, c'est pour moi une deuxième malédiction, puisque les journaux de l'époque consacrent des dossiers entiers à Paul Bourget, et j'ai un pauvre entrefilet sur Léon Hénique, qui, s'il avait eu le bon goût de mourir ne serait-ce que 6 mois plus tôt ou plus tard, aurait eu, je pense, plus de rappels. Et ce qui est très intéressant dans ces quelques nécrologies que j'ai réussi à retrouver, c'est que c'est vraiment le côté naturaliste. On rappelle que Hénique était un des membres du groupe de Médan, que c'était un ardent défenseur du naturalisme autour de Zola, et voilà, et pas d'autre chose que donc nous allons voir maintenant. Alors, j'ai essayé de dresser une liste. Alors, il y a 6 ou 7, on va voir pourquoi, romans que Hénique a écrits. Alors, pour essayer de ne pas être dans... Je vais essayer de passer assez vite quand même pour ne pas être dans une description un petit peu plate. Donc, son premier roman, en 1878, s'intitule « La dévouée ». Il est dédié donc aux frères d'armes Henri Séhart et Huysmans.
Alors, on pourrait, j'ai essayé d'étiqueter, c'est un petit peu artificiel, on va voir, je vais essayer d'affiner ça après, mais j'ai essayé d'étiqueter un petit peu ce roman. Donc, il présente le cas intéressant vraiment d'une double réception publique et privée de la part de Zola. Zola, en public, écrit un article très élogieux sur le début de ce jeune naturaliste. Il loue le style, il loue la composition du roman. En privé, il écrit une lettre à Hennig pour le tancer vertement des défauts de composition de l'ouvrage. Alors, c'est un roman qui c'est l'histoire d'un inventeur qui veut créer un dirigeable révolutionnaire. Et pour capter la fortune de son épouse, pour capter l'héritage de ses 2 filles, la fortune de sa femme morte, il va empoisonner la première et faire accuser la seconde. Donc, c'est assez peu l'histoire ordinaire que Zola prônait pour ce jeune naturalisme naissant. Et le roman est fait de morceaux absolument admirables, mais très mal raccordés entre eux. C'est assez intéressant. Donc ensuite, il écrit Elisabeth Couronneau. Donc il avait déjà commencé à écrire ce roman en 1876, avant de fréquenter ce qui allait devenir le groupe naturaliste. Alors, c'est un roman historique. Ce qui est intéressant avec le travail de Hennig, c'est que il nous permet, alors des catégories qui a priori nous semblent contradictoires, comme roman historique et roman naturaliste, par exemple, vont se concilier. C'est-à-dire que, par exemple, ce roman Elisabeth Couronneau met en scène des personnages. Alors, ça parle des convulsionnaires de Saint-Médard. Donc, c'est ce groupe de fanatiques qui se réunissent à partir de 1729 autour de la tombe du diacre à Paris. Et donc des miracles apparaissent, les femmes sont prises de convulsions, commencent à parler des langues. Voilà, c'est toute une fréquentation, une espèce de secte qui se fonde autour de cette tombe du diacre Paris. Des miracles commencent à apparaître et c'est interdit par l'évêché assez rapidement puisque ça dégénère très vite. Pour la petite histoire, en fait, les convulsionnaires se faisaient régulièrement crucifier. C'est le seul remède à leur vision et c'était la crucifixion. Donc ils se faisaient régulièrement crucifier. Alors Hennig évidemment exploite cette riche matière historique dans son roman, mais on a affaire à des gens du peuple, à des héros ordinaires. Donc on aurait, un peu comme dans la formule qu'il promeut au théâtre, donc une œuvre historique, mais passée par le filtre du naturalisme. Alors, Les hauts faits de Monsieur de Ponto, en 1880, c'est un roman dialogué, pareil, historique. Donc c'est l'histoire d'un noble protestant fanatique qui assassine tous les catholiques qu'il croise jusqu'à atteindre Henri IV, un Henri IV vieillissant, à qui il va reprocher sa conversion. Donc c'est un roman sur la religion qui est très intéressant. Et de même, voilà, on a une formule qui est intéressante, qui va croiser certains éléments qu'on va pouvoir définir comme naturalistes dans un roman historique qui, a priori, contrevient donc à l'exigence de contemporanéité que Zola énonce dans ses écrits. Alors, L'accident de Monsieur Hébert, on peut le considérer comme le chef-d'œuvre naturaliste de Hennig. Donc c'est un roman, c'est l'accident, donc c'est un euphémisme pour désigner l'adultère, donc de cette Madame Hébert qui va être séduite qui va séduire un bel officier. D'ailleurs, là la formule est renversée. C'est un très gros roman, alors qui présente, on va voir après, la composante de la satire est très importante et très intéressante en régime naturaliste, puisqu'elle contrevient manifestement aux prétentions documentaires du naturalisme. Donc on va voir comment on se sort de ce dilemme. Un caractère donc est un roman spirit. Alors si vous deviez lire un seul roman de Hennig, je vous conseillerais celui-ci. C'est un roman spirit, mais qui est loin des audaces donc des écrivains, de ses contemporains fin de siècle, des décadents, qui est soigneusement ordonné selon les étapes chronologiques d'une vie. Et alors, c'est l'histoire donc d'un aristocrate en marge de son siècle, au XIXe siècle, qui perd une jeune épouse adorée et va essayer donc de la recontacter, de la communiquer avec elle dans l'au-delà. Et il semble qu'elle se réincarne dans sa petite fille. Donc on ne sait jamais, il y a une hésitation qui est très intéressante dans ce roman. On ne sait jamais si les scènes de spiritisme sont prises au premier ou au second degré.
Et on a des espèces de bulletins d'actualité. On a vraiment cet aristocrate qui est totalement coupé de son siècle. Et on a des espèces de bulletins d'actualité tout au long du roman qui nous rappellent ce qui se passe en arrière-plan, donc les révolutions de 1830. Mais c'est un espèce de brouhaha, même pas de brouhaha, de petits bruits, voilà, qui ne dérange absolument pas Agénor de Cluse et qui n'empêche pas le déroulement du roman. Et on a donc des descriptions qui sont bien matérielles, tout le fameux bric-à-brac naturaliste, alors évidemment très esthétisé, très esthétisant. On verra après ce qu'on fait de la description en régime naturaliste. Et enfin, Mini Brandon, donc c'est un que je devrais prononcer à l'anglaise, c'est un roman à consonance, à contenu plutôt autobiographique. Donc il raconte une relation de 2 ans d'un homme avec une Anglaise parvenue au dernier degré de l'alcoolisme. Et on va voir en quoi qu'il finit par quitter à cause de cela. Et donc c'est un roman très intéressant, très moderne. Et on va voir en quoi l'entrée de l'autobiographie dans le roman nous permet de montrer un tournant générique chez Hennick. Alors, il y a un 7e ouvrage dont je ne sais pas trop quoi faire. Ce sont ces chroniques du temps qui fut la Jacquerie, publiées en 1903. Alors, le statut générique est vraiment ambigu, donc ça raconte la Grande Jacquerie de 1358. C'est un ouvrage assez court, il est entièrement calligraphié, il n'a été tiré qu'à 500 exemplaires, et il est donc entièrement calligraphié et illustré de gravures absolument somptueuses. Donc il faut savoir qu'à partir de l'accident de Monsieur Hébert, Hennick donc n'a absolument plus besoin de faire des gros chiffres de vente, et donc il se tourne entièrement vers l'édition de luxe, la bibliophilie pour ses amis et ses proches. Et donc va faire appel à des graveurs, proposer des éditions très rares et très, très joliment illustrées. Il ne se soucie absolument pas de diffusion populaire, ce qui évidemment influence le contenu de son travail. Alors, donc, a-t-on ici un roman historique ? A-t-on ici le terme de chronique est d'une ambiguïté intéressante pour le 19e siècle, puisque Maupassant publie indifféremment ces nouvelles sous le nom de contes, de chroniques, de nouvelles. Voilà, ces termes sont encore interchangeables à cette époque-là. On sent donc une véritable sympathie politique et sociale pour les Jacques, mais une pirouette finale qui est une des caractéristiques narratologiques de Hennick, finalement, donc Crimoro vaincu et minimise totalement la portée de cette révolte, dont les moindres horreurs ont été décrites très en détail tout au long de la critique. Alors, comme c'était bon pour présenter un petit peu cette œuvre romanesque de Hennick. Comme premier cadre théorique, je propose de replacer Hennick dans la crise du roman, qui a été théorisée par Michel Raymond en 1966. Alors, Michel Raymond prend comme point de départ le manifeste des 5 contre la Terre. Donc 5 jeunes écrivains publient dans le Figaro une chronique assassine contre la Terre de Zola. Alors on a Marguerite, Guiche, Rosny, et donc Marguerite, c'est comme les 7 nains, il en manque toujours. Marguerite, Gustave Guiche, Rosny, Bonnetin et Descaves. Qui donc c'est un phénomène très intéressant. Donc c'est une crise dans le monde du naturalisme, puisque des jeunes disciples de Zola qui, pour des raisons éditoriales, donc c'est Christophe Charles qui rappelle ça dans son ouvrage sur la crise du roman à l'époque du naturalisme, des jeunes donc disciples du naturalisme qui doivent aller plus loin dans les excès, toujours plus loin pour se faire leur place dans ce monde de l'édition où les places sont de plus en plus chères, qui reprochent à Zola de faire comme eux, en fait. Donc, la citation la plus connue de ce manifeste, c'est le maître est descendu au fond de l'immondice, ce qui est encore sûrement une stratégie publicitaire pour se faire connaître et vendre leur propre roman. En tout cas, pour Michel Raymond, c'est le début d'une crise du roman. Le naturalisme était le dernier genre bien identifiable dans la production romanesque de l'époque. Donc, on va avoir ensuite
alors des œuvres, des essais, donc des tas d'expérimentations, un renouvellement des formes, des tentatives littéraires. On pense aux lauriers sont coupés, les lauriers sont coupés du Jardin. On pense aux symbolistes. On pense à toutes les tentatives qui vont avoir lieu jusqu'à une certaine stabilisation en 1913, donc l'année de parution des Caves du Vatican d'André Gide, du Grand Maulne d'Alain Fournier et du Côté de chez Swann de Proust. Alors, cette crise du roman, elle peut nous aider à expliquer pourquoi, en fait, Hennig arrête complètement d'écrire en 1903, alors de publier, mais pourquoi, au tournant de 1900, on peut penser donc que cet écrivain, pour qui je fais l'hypothèse personnelle d'une formation naturaliste, c'est-à-dire que c'est un jeune homme passionné par le romantisme, que le naturalisme va véritablement former, qui ne se déprend pas de ce naturalisme malgré l'écriture d'un roman spirit, d'un succès dans le théâtre historique, et qui est totalement désemparé au tournant de 1900 par ces nouvelles formes qui apparaissent, dans lesquelles il ne se reconnaît plus. En effet, je pense que le cas d'un écrivain qui cesse complètement d'écrire à 50 ans, en pleine maturité, est assez rare. On pense que Zola aurait pu continuer, par exemple, à écrire assez longtemps, qui est mort prématurément, aurait pu continuer à écrire, de même que Flaubert, alors que Hennig s'arrête vraiment net d'écrire et de publier. Et donc, j'en viens enfin à la question, j'en viens explicitement donc à la question des genres romanesques. Alors, je m'appuierai sur cet ouvrage de David Bagulet, Le naturalisme et ses genres, s'appuyer signifiant en jargon universitaire que je l'ai abondamment pillé. Donc, je vais donc m'appuyer sur cet ouvrage pour voir en quoi la question des genres, et plus particulièrement la question des genres du roman, est absolument fondamentale pour réfléchir et pour essayer de définir le naturalisme. Après plusieurs années de lecture de théorie sur le naturalisme, je n'ai plus absolument aucune idée de ce que peut bien être le naturalisme. C'est terrible. Donc, on a l'histoire, la tradition scolaire nous a fait retenir un découpage chronologique, en fait, le naturalisme comme donc période de l'histoire littéraire. Alors, cette vision donc du naturalisme comme période de l'histoire littéraire a ses limites. Alors, dans la mesure où, par exemple, et Zola ne se prive pas de le faire, on peut embaucher... on peut effectivement enrôler a posteriori des œuvres bien antérieures, donc comme la religieuse de Diderot par exemple. Qu'est-ce qui empêche Zola le fait dans ses écrits théoriques. Il reprend Diderot, il fait même remonter le naturalisme à certaines œuvres de l'Antiquité. Donc ce découpage chronologique n'est pas forcément le plus convaincant. Par contre, une étude générique du naturalisme donc est beaucoup plus convaincante. Alors, d'après David Bagulet, l'histoire littéraire et la chronologie donc, ne sont pas les meilleures méthodes pour appréhender l'objet naturalisme. Par contre, la présence de certaines caractéristiques permet, même indépendamment donc, de la théorie zolienne, permet de définir un genre naturaliste. Alors, tout d'abord, explicitement, le naturalisme, on peut penser qu'il se construit contre les genres, pour plusieurs raisons. Donc, tout d'abord, la posture des écrivains naturalistes par stratégie publicitaire. Il s'agit donc de s'opposer au modèle antérieur. On a une jeune génération là qui veut se faire donc trouver sa place après le boom de l'édition des années 1880. On a un resserrement petit à petit autour de 1885. Donc il faut absolument se faire sa place, se montrer novateur, rompre avec l'héritage des anciens, dont fait partie la division en genres traditionnels. Donc c'est une stratégie qui permet d'attirer l'attention de la critique, de faire vendre ses romans. Et donc ces jeunes romanciers refusent toutes les étiquettes, y compris assez rapidement celles de naturalistes qui pourtant les avaient portées assez haut. Et intrinsèquement, donc dans la nature même du naturalisme, qui se voudrait une méthode d'analyse du monde. Donc il n'est censé donc rentrer dans les critères d'aucun genre, puisque Zola va même jusqu'à prétendre que le naturalisme extra-littéraire, j'en veux pour preuve donc certains sous-titres, certaines conceptions donc des œuvres. Au lieu de romans, Zola préfère parler de documents humains, d'études, et de même que les frères Goncourt, de tranches de vie, de tableaux. Donc le naturalisme serait une sorte de fenêtre sur le monde, prétend produire des œuvres scientifiques, sociologiques, à visée morale, mais de simples coins de création qui échappent à la littérature.
Alors, on voit bien, une étude attentive des textes montre que la généricité qu'on chasse par la porte revient par la fenêtre, puisque on va étudier donc en deux parties, tout d'abord certaines déterminations externes, c'est-à-dire l'héritage de genre classique, traditionnel, peuvent permettre de caractériser très précisément, de définir des influences très précises du naturalisme. Et enfin, donc, on va essayer de définir un genre naturaliste avec certaines déterminations internes, certains ingrédients qui sont communs au texte qu'on peut donc dire naturaliste. Alors, il est notoire que les romanciers dits naturalistes se définissent contre l'héritage romantique, contre ce qu'on a appelé le bouillon de veau du roman idéaliste contemporain, mais également donc d'après trois archétypes, alors, ou quatre si on inclut La cousine bête de 1846 de Balzac, excusez-moi, et on aurait à côté un modèle flaubertien, dans lequel les malheurs sont attribués plutôt aux insuffisances même de la vie humaine, et la désillusion est le seul élément dynamique. Alors, il est plutôt modelé sur la comédie, le personnage reste spectateur, résigné, voire cynique. Ce modèle a l'avantage pour David Baguelet de thématiser la répétition, quitte à se répéter, autant répéter que la vie se répète. Donc, tous ces romans recodent différemment des genres antérieurs. Alors, on peut penser aux romans réalistes de Champfleury et de Duranty, qui montrerait le déroulement neutre avec d'énormes guillemets d'une vie, le roman à thèse, pour le côté dénonciation, dévoilement des dessous honteux de la société, le roman satirique, une tradition donc très ancienne, le roman philosophique, dans lequel le destin d'un personnage incarne l'humanité. Alors voilà pour les... Je vois que l'heure tourne. Voilà pour les déterminations externes donc du générique du naturalisme. En ce qui concerne les déterminations internes, donc David Baguelet recense une propension prononcée à la satire et à la parodie, la caractéristique pragmatique qui consiste à chercher à faire réagir, voire à scandaliser le lecteur, et le goût pour les divertissements de la description. Alors, l'ironie, la satire, donc qui est omniprésente dans les romans naturalistes, qui en sont constitutifs, pose un vrai problème. Dans quelle mesure une œuvre peut être à la fois donc un document humain, une tranche de vie, un compte-rendu objectif, et un réquisitoire, une satire? Alors, on s'en sort en disant que, alors, de même que le réalisme, la satire devrait être considérée plus comme un mode transgénérique plutôt qu'un genre à part entière. Et pour Baguelet, ce n'est pas contradictoire, il s'agit d'une confrontation. En fait, l'ironie naît d'une confrontation de points de vue qui fait ressortir les différences entre les intentions, les prétentions et les actes, les théories et les pratiques, et qui fait réagir le lecteur en créant des contrastes significatifs qui forcent un peu le réel et renforcent l'effet mimétique créé par l'atmosphère réaliste. Donc, la satire n'est pas forcément humour. Tout dans l'univers naturaliste tend vers une répétition dégradée. On peut penser que la satire donc est un composant intrinsèque de cette définition interne du naturalisme. Alors, une dimension pragmatique importante, donc le naturalisme se définit en fonction donc de ce but de faire réagir le lecteur, voire de provoquer le scandale. La réponse institutionnelle va parfois jusqu'au procès, jusqu'à la mort. Donc c'est le cas de Després, un jeune naturaliste un jeune homme qui défendait, qui avait écrit un livre sur l'évolution naturaliste et qui était phtisique, qui avait de graves problèmes de santé, qui est emprisonné suite à la co-rédaction d'ailleurs d'un roman intitulé Autour d'un clocher, qui raconte les aventures d'un curé avec sa bonne, et il est emprisonné et il meurt des suites de son emprisonnement à cause des conditions difficiles de son emprisonnement. Donc ça devient un espèce de martyr du naturalisme. Donc cette provocation, cette volonté de scandale est tout de même allée assez loin et a eu une certaine résonance, et une résonance certaine. Alors, David Baguelet l'explique en termes de stratégie. Donc le romancier naturaliste faire son lecteur par une préface et un incipit qui ne code qu'un roman réaliste, descriptif, moral et ordonné, pour finalement l'entraîner au fond de l'horreur. Donc c'est le cas de la préface et des premiers chapitres de l'Assommoir, qui présente un monde totalement stable et connu et rassurant, pour finalement la mécanique se détraque et tout s'effondre
jusqu'à la fin. Alors, je termine, voilà. D'accord, excusez-moi. Je termine donc sur le reproche que la critique de Brunetière jusqu'à Lukács a pu faire aux naturalistes, de ces descriptions limitées à un décor ou à un bric-à-brac référentiel, c'est très réducteur. En fait, les naturalistes thématisent toujours leurs descriptions pour esthétiser et exorciser un bref moment la laideur et la violence du monde. C'est quelque chose qu'ils ont en commun avec les impressionnistes et les esthètes décadents. Et la description sert également à ancrer le récit dans le point de vue d'un personnage. Ainsi, dans Le Ventre de Paris, Claude esthétise les étalages de poissons de son point de vue de peintre, tandis que Florent, qui est inspecteur de la marée, n'y voit que la menace de la pourriture. Donc cette esthétique de la dissolution et de l'indéterminé étaye la poétique naturaliste, en noyant le monde dans le gris et l'indistinct, qui constitue alors plutôt une description. Alors, je vais manquer de temps pour vous lire la scène du roman que j'aurais aimé vous lire. Je vous invite, je distribuerai demain une photocopie de la scène qui, j'espère, vous convaincra mieux que je ne l'ai fait, que de l'importance donc de l'œuvre de Hennick pour la définition générique du naturalisme et de l'importance de la définition du naturalisme pour la réflexion sur les genres du roman au XIXe siècle. Je vous remercie.